Dans cette vidéo, je vais te parler vibe coding ou comment faire coder l'IA à ta place dans le cadre du trading algorithmique. Je vais te partager mes outils, ma méthode et surtout pourquoi ça peut être dangereux si on oublie certains détails bien précis. Donc le vibe coding, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est simplement le vocabulaire qui a été mis sur le fait de coder avec l'IA. Donc en fait, vous ne codez plus, vous êtes juste, vous avez une position où vous définissez le besoin, ce que vous souhaitez, et c'est l'IA qui va coder à votre place. Donc c'est un peu le mécanisme qu'on retrouverait dans des sociétés où vous allez plutôt faire de la spécification des grands groupes. Par exemple, ils vont spécifier on veut tel logiciel avec tous les requirements et après ils envoient ça à une société de sous-traitance ou externe qui va réaliser la prestation à leur place. Là, en fait, la société externe, c'est l'IA, le produit Cloud Code, Cursor, tout ce qu'on pourrait imaginer, qui va faire ça à notre place. Donc est-ce que c'est une évolution, une révolution ? Mon point de vue, c'est que pour moi, c'est plutôt une révolution dans la productivité des développeurs, des petites équipes, voire des développeurs traders indépendants seuls comme nous. Une évolution, on va dire, du service existant plutôt qu'une disruption où ça serait vraiment quelque chose de nouveau parce qu'aujourd'hui, on pourrait très bien faire ça avec une société externe, sauf qu'en fait, ça va vous coûter 100 000 $, alors que là, finalement, avec un abonnement à 100 $ ou 200 $, vous pouvez avoir un service qui sera peut-être pas équivalent parce que d'un côté il y a des humains et de l'autre côté on a juste de l'IA, mais ça va quand même rendre le service vachement accessible. Aujourd'hui tout le monde a accès à des services comme ChatGPT, Cloud Code, etc. Et vous avez des forfaits un peu plus chers comme 100 $, 200 $ ou payés au token qui restent très acceptables pour des traders indépendants ou des petites équipes. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une révolution de l'accessibilité à des technos qui n'étaient pas forcément accessibles avant. Donc maintenant, moi ça fait bientôt 2 ans que j'utilise ces technologies, j'ai testé beaucoup de produits, je l'utilise aujourd'hui dans mon quotidien et je voulais vous partager mon expérience parce qu'il y a plein de bons et plein de mauvais. Et j'ai séparé ça en 2 catégories, on va dire un usage plutôt light où on va faire de la complétion rapide dans l'IDE, donc c'est juste ça va me proposer du texte ou une variable pendant que j'écris, où je vais demander simplement de changer la couleur sur le graphique ou changer un peu l'affichage, les ratios, ce genre de choses. Un assistant dans la documentation, donc par exemple si je veux utiliser une nouvelle librairie, je vais lui donner et après je vais lui poser des questions donc sur telle librairie, comment je fais ci, comment je fais ça, au lieu de me frapper la doc moi à la main avec mes CTRL F. Génération de documents, commentaires, etc. pour faire du code clean, bien expliqué, etc. Dans une langue, que ce soit en français, en anglais. Donc c'est super pratique. Pour ça j'utilise principalement Cursor et Copilot de GitHub. Et ensuite, on va retrouver un usage que j'ai mis deep, plus profond, plus complexe. Là, j'utilise Cloud Code. Avant, j'utilisais Cursor avec les modèles anthropiques, donc Claude Sonnet. Là, on a Sonnet ou Opus. Bon, ça va changer quand vous regarderez cette vidéo sûrement. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. J'ai l'impression que le consensus des développeurs a aussi l'air d'être en faveur de Cloud Code pour des tasks un peu plus complexes. Moi, je vais l'utiliser principalement pour générer des tests. Donc, c'est quelque chose qui est super chiant en programmation. Une fois que vous créez une fonction, il faut automatiser, tester cette fonction, qu'elle remplit bien son rôle et qu'elle couvre différents cas d'usage. Bon, là, c'est quand même super cool de dire, il y a ça à tester. Génère-moi les tests et lance les tests. Ensuite, ça va être la génération de nouvelles fonctionnalités. Donc, par exemple, si j'ai une classe, un fichier qui permet d'extraire des indicateurs statistiques, techniques, etc., je peux lui dire rajoute-moi un module pour calculer l'autocorrélation, rajoute-moi un module pour calculer le RSI, etc. Et voilà, il faut que la spécification soit bien claire, mais ça fait le job très bien et ça peut générer les tests automatiquement derrière et les lancer. Donc coder, tester et valider tout seul. Ensuite, j'ai mis industrialisation de notebook. Parce que je pense que comme moi, vous avez commencé, on a souvent des gros notebooks pour prouver un concept, tester quelque chose, valider que ça fonctionne avec du code un peu dégueu, on va se le dire. Et donc on a des gros notebooks un peu dégueulasses, mais ils ont prouvé que le concept fonctionnait. Et après, il faut industrialiser tout ça, donc mettre ça dans du code Python, avec des classes, faire une architecture un peu plus clean, tester tout ça. Donc là, dans ce cadre-là, c'est hyper pratique. Ensuite, c'est un peu relié, j'ai mis assistant architecte. Donc ça va m'aider à réfléchir comment je vais vouloir imbriquer mes modules, créer mes classes, etc. Et pour finir, ça vous aide aussi à rédiger les spécifications pour l'IA, donc la Cloud Code lui-même.
parce que quand vous voulez ajouter une nouvelle feature, ce qui peut être compliqué, si vous n'êtes pas précis, si vous dites, c'est comme si vous voulez une voiture, vous dites fabrique-moi une voiture, vous pouvez être sûr que la voiture qui va arriver, ça va être bizarre et ça sera surtout pas ce que vous attendez. Il va falloir spécifier, donner du détail. Je veux telle fonction, en entrée ça sera tel format, il faut la traiter avec telle librairie, et en sortie je veux qu'il y ait ça, sous tel format. Donc ça peut être très simple pour une petite classe, et dès que vous allez avoir des processus un peu plus complexes, ça peut vite devenir le bazar dans un prompt. Du coup vous pouvez demander à Claude Code par exemple, créer un fichier de spécification pour préparer le code de ma classe, pour générer une nouvelle feature par exemple, qui serait l'autocorrélation, et Claude Code donc il va rédiger le besoin correctement dans ce fichier. Vous pouvez lui demander qu'est-ce que j'aurais pu oublier, qu'est-ce que tu penses de ma spécification, il peut vous aider donc à rédiger tout ça. Et une fois que la spécification est correcte pour vous, vous pouvez lui dire maintenant code-moi cette nouvelle feature, et voilà la spécification. Donc comme dans la vraie vie, c'est pas magique l'IA, si la spécification, si le besoin il est mauvais, le produit ou le code qui va sortir il sera mauvais. Donc je vous encourage à passer beaucoup de temps sur la spécification, et le code, ça sera Claude Code qui le fera, ou un autre produit. Donc voilà comment je l'utilise aujourd'hui. Moi, les points forts que j'ai notés, ça va être vraiment un retour sur investissement qui est exceptionnel pour moi. Ça me fait gagner beaucoup de temps. C'est meilleur, ça code mieux que moi. Je suis pas non plus un développeur senior, etc. Je suis pas un développeur à la base. En fait, le code qui va me générer, il est meilleur que moi. Donc ça sert à rien que je perde du temps là-dessus. Là où je vais être meilleur, ça va être plutôt sur la prise de recul, l'architecture. Et c'est là-dessus que ça va être un peu moins bon, on le verra par la suite. Mais finalement, vu que je code moins, ou que je fais plutôt, je vérifie le code, on va dire, dans les grandes lignes, ça me permet de prendre plus de recul sur l'architecture, sur le produit, et c'est quand même un gain de temps, et je trouve que je suis plus efficace à penser, à réfléchir à la stratégie, ce que je vais développer, que comment je vais passer tel argument dans telle fonction, comment je passe de tel format à tel format, des problématiques de code pur. Et ensuite, pour des traders indépendants, des petites équipes, ça permet quand même de faire des prototypes ultra rapides. Certes, vous n'avez pas un produit nickel, chrome, etc., mais ça permet rapidement d'aller tester des stratégies que vous auriez mis, je sais pas, peut-être quelques semaines à coder à la main, alors que là, en 1 ou 2 jours, finalement, vous avez peut-être réussi. J'ai oublié de le mettre, mais il y a aussi l'apprentissage. Quand il y a des choses, vous pouvez poser des questions et apprendre avec l'IA au lieu de lui demander comment on fait ça. Ça peut être comment on fait ça, et explique-moi après pourquoi tu as choisi ça. Quel est le concept de telle stratégie, quand tu as codé ça, pourquoi c'est mieux que telle fonction. Et ça vous permet aussi, vous, d'évoluer en parallèle. Et malheureusement, il y a aussi des points faibles, il y en a quelques-uns. Le point faible numéro 1 dans le trading algorithmique et tout ce qui est time series, pour moi, ça va être le problématique, parce que ça va détecter des problèmes de code, mais pas des problèmes de métier. Donc, par exemple, tout ce qui est fuite de données, en fait, moi, je compterai même plus le nombre de fois où ça m'a généré du code où il y avait des fuites de données. Donc une fuite de données, ça va être lorsqu'on va se retrouver avec des données du futur qui se retrouvent dans le présent. Donc en fait, c'est comme par hasard, la stratégie ou le modèle qui va utiliser les données, il va être très bon, parce qu'il a accès au futur, mais après, dans la vraie vie, il va plus marcher. Mais ça, c'est des erreurs qu'on ne voit pas, ça ne remonte pas à un message d'erreur, c'est des biais et des fuites qu'on va avoir dans les données, et que vous verrez malheureusement que trop tard si vous n'avez pas pris le temps, vous, d'aller regarder ou de créer des tests qui vérifient ces fuites. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai rencontré le plus comme erreur et qui est vraiment dangereux dans le trading algorithmique. Le fait que ça ne détecte pas les problématiques métiers. Ensuite, j'ai mis les projets spaghetti, ils vont devenir immaintenables. Si vous faites tout full IA, vous maîtrisez rien, vous prenez pas le temps sur l'architecture, etc. Ça marche bien au début quand on a quelques fichiers, mais après, ça va être le why et ça sera impossible à maintenir, et le produit, vous n'allez pas pouvoir vous en servir, ça va être la cata. Donc je vous conseille quand même de garder un œil sur l'architecture, sur tout ce qui est critique, et après le code, vous pouvez faire fonction par fonction, classe par classe, mais toujours garder le contrôle et regarder ce qui se passe. Il y a une petite tendance aussi à de l'over-engineering. Pour des choses simples, des fois il va partir dans des choses que je trouve complexes, donc faut pas hésiter à mettre en mémoire ou demander je sais pas, en Python ça va être de vectoriser au lieu de faire des boucles par exemple, quand c'est possible. Toutes ces choses là, il le fait pas de lui-même tout le temps, donc peut-être c'est améliorable avec des prompts, je suis pas un expert non plus des LLM. Et voilà, pour finir, on en a parlé, mais il peut pas deviner le besoin métier. Si vous dites fais-moi un backtest, ça veut rien dire.
Donc comme fais-moi une stratégie de trading, ça veut rien dire aussi. Donc il faut être spécifique dans ce qu'on veut. Et pour conclure, voilà, moi je vous dirais que c'est vraiment un outil que vous devez utiliser à mon sens aujourd'hui. Surtout quand on est seul ou en petite équipe, c'est quand même un avantage et surtout tout le monde va l'utiliser, donc ça serait aussi un inconvénient de ne pas l'avoir au niveau compétitif. Ensuite, voilà, les spécifications détaillées, j'ai appuyé dessus, mais c'est comme dans tout, hein, il va falloir une expertise métier, il va falloir quand même se former pour savoir ce qu'on souhaite. Parce qu'après, on a beau avoir l'outil pour le construire, si on ne sait pas ce qu'on veut, ça va pas marcher. Et voilà, pour moi, c'est un avenir prometteur hein, pour ceux qui l'utilisent plutôt comme assistant, comme outil, comme ça serait Internet ou n'importe quelle nouvelle technologie. Faut que ça soit un outil et que ça soit pas comme votre patron par exemple, ou que vous suiviez et que ça devienne le maître et que du coup vous perdiez toute autonomie. Et bon, dans le trading algorithmique, ça sera dur de justifier que le compte a été liquidé parce que l'IA a fait ci, l'IA a fait ça. Bon, le compte il sera zéro. Donc il n'y aura pas de... vous êtes le maître à bord et vous devez le rester. Et si tu veux que je te montre en détail sur mon écran comment j'utilise tous ces outils, n'hésite pas à me dire en commentaire et je ferai une vidéo si assez de m'en intéresser. Allez, en attendant, je vous souhaite un bon trading à tous.